pour l'introduction. Donc oui, je vais vous parler de nucléosomes et en particulier de structure de nucléosome, donc de sa conformation et telle qu'on peut la déterminer in situ, c'est-à-dire dans son environnement cellulaire. Je ne parlerai pas vraiment, parce que je n'ai pas beaucoup de temps aujourd'hui, de ce qu'on peut voir sur l'ordre local, mais s'il y a des questions, je serai heureuse d'y répondre. Voilà, donc bon, je pense que devant cette audience, ce n'est pas tellement la peine de rappeler ce que c'est que le nucléosome. Donc, c'est ces complexes ADN-protéines avec 146 paires de bases d'ADN qui est enroulé autour de l'octamère d'histone en une super hélice gauche. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on connaît sa structure quasi atomique grâce à la cristallographie des rayons X et puis plus récemment de la cryomicroscopie électronique. Et surtout, ce qu'on sait donc, de plus en plus, c'est qu'au-delà de cette structure canonique du nucléosome, en fait, il n'y a pas un nucléosome, mais une famille de conformations de nucléosomes. Alors, Jean-Marc, ici, a été un des pionniers, puisque il fait partie de ceux qui ont prédit des tas de variations, à la fois des variations donc, de cette structure canonique avec des ouvertures de l'ADN, des mécanismes de gapping, ou bien des nucléosomes avec des stoichiométries différentes, en fait, donc des particules un peu plus exotiques. Donc, il y a eu beaucoup de théories et de simulations là-dessus, et il y a eu aussi des données expérimentales qui ont été obtenues in vitro jusqu'à présent, donc soit par FRET, par cristallographie des rayons X beaucoup, et plus récemment par cryo-EM. Alors, je vous ai mis quelques exemples ici, mais il y a vraiment de plus en plus d'exemples. Alors ici, c'est les nucléosomes centromériques avec les variants d'histone, ou bien ces particules un peu exotiques de dinucléosomes qui s'overlappent. Et puis, grâce à la cryomicroscopie, on a aussi accès à tout ce qui est un peu dynamique de la particule, même si la cryomicroscopie fige les particules, donc avec l'ouverture des brins d'ADN. Et puis, il y a aussi maintenant beaucoup de structures des nucléosomes qui sont plus tout seuls, mais en interaction avec des protéines H1, HP1, des remodelaires de la chromatine. Enfin, il y a vraiment une bibliographie qui devient très importante dans ce domaine. Par contre, qu'est-ce qu'il en est de la structure des nucléosomes dans le contexte cellulaire? Alors ça, on est beaucoup moins avancé et on a en fait relativement peu de données là-dessus. Alors, les différentes approches expérimentales qui ont été utilisées sont évidemment la cryomicroscopie électronique, qui va être la nôtre également, avec des premiers papiers datent de 1986, donc c'est déjà assez ancien, avec une description de la chromatine comme une substance granulaire, mais pas de visualisation vraiment directe des nucléosomes individuels. Et puis, il y a toutes les données de Sachs et puis plus récentes de microscopie super résolue. Et tout ça a donné beaucoup de renseignements sur l'organisation de la chromatine, mais pas tellement sur la structure du nucléosome. Alors, en ce qui concerne l'organisation, on a pu montrer maintenant qu'il n'y a pas vraiment de fibres de 30 nanomètres, mais qu'il y a plutôt une structure en fondu de polymère, avec quand même localement des clutches ou des domaines compacts. Donc ça, c'est les apports de la microscopie super résolue. Alors nous, on a voulu s'intéresser à vraiment la structure du nucléosome et les interactions très locales entre nucléosomes voisins. Et on a repris les techniques de cryomicroscopie électronique. Alors il en existe deux à l'heure actuelle qui permettent de regarder par cryomicroscopie électronique des cellules. C'est les techniques de cryosection qui sont les techniques les plus anciennes, c'est-à-dire que dans les deux cas, on part d'une cellule qu'on vitrifie et puis soit on la découpe en tranches, c'est ce que vous voyez ici, soit plus récemment sont apparues les techniques qu'on appelle de cryofib milling, c'est-à-dire qu'on fait un amincissement ionique grâce à un faisceau d'ion focalisé et on obtient une lamelle dans la cellule et c'est ce qu'on peut voir ici, observé au microscope électronique à balayage.
Alors nous, pour des raisons tant pratiques qu'historiques, on a choisi de faire des cryosections, mais pas uniquement pour des raisons pratiques et historiques, mais aussi parce qu'on avait pu montrer que cette méthode de cryosection permettait de visualiser les nucléosomes dans un système in vitro. En fait, là, vous voyez, c'est de la cryomicroscopie classique de nucléosomes en film mince. C'est comme ça que se fait l'essentiel des conformations de macromolécules en solution. Vous voyez les nucléosomes ici en vue de dessus ou vue de côté. Et si on prend ces nucléosomes en solution en masse et qu'on fait des coupes dans cette solution, eh bien, on obtient les mêmes motifs. Donc, c'est ce qui a motivé principalement notre choix de technique de cryosection. On a travaillé sur plusieurs types de cellules, principalement des cellules en culture humaine KE36 et des embryons de drosophiles, au départ pour avoir des régions qui étaient très riches en noyaux pour simplement des questions de rendement d'imagerie, parce que c'est des techniques dont le rendement est très faible. Donc, en pratique, comment ça se fait? Donc, on vitrifie ces cellules, on les coupe en tranches et ensuite, on va les imager à basse température dans un microscope électronique. Et par la suite, je vais vous montrer deux types d'images. Des images 2D, donc on a les sections et on fait des photos, et puis des images de tomographie, c'est-à-dire qu'on fait des séries inclinées de ces images et qu'on reconstruit ensuite le volume pour avoir accès à la 3D. Alors, en pratique, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est une de ces sections donc déposées sur un support. Donc, ce qui va nous intéresser, c'est ce qui est ici dans le trou. Donc, je ne sais pas si vous reconnaissez, mais on voit le noyau ici, puis les axones, c'est un embryon de drosophile. Une série tiltée. Alors, si mon film marche... Ah, ça ne va pas marcher. Pourquoi il ne marche pas? Bon, c'était des films, donc je vais passer là-dessus, on ne voit pas. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer les images. Donc ça, c'est une image 2D. On reconnaît bien l'enveloppe nucléaire ici, un port nucléaire. Et ça, c'est dans un tomogramme reconstruit, une section virtuelle de 5 nanomètres d'épaisseur. Donc ça, ça fait 5 nanomètres et ça, c'est une projection de l'ensemble de la section. Dans les deux cas, donc, si on zoome à l'intérieur du noyau, ici ou là, on s'aperçoit qu'il y a des structures qu'on peut comparer donc à différentes vues des nucléosomes, ici vue de haut ou vue de profil. Donc, on peut penser qu'il s'agit de nucléosomes et pareil dans les sections virtuelles de tomographie. Évidemment, pour le montrer, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris une structure cristallographique canonique du nucléosome, et puis qu'on a modélisé des images de cryomicroscopie qu'on doit obtenir, soit des projections d'O2, soit ces sections virtuelles de tomographie. Et puis on a comparé donc ces galeries de différentes vues des nucléosomes avec ce qu'on voyait réellement, alors aussi bien en 2D ici que ici en 3D. Donc, et l'avantage de la 3D, bien sûr, c'est qu'on peut regarder dans toutes les directions. Donc, vous avez ici un nucléosome vu de profil dans le plan XY. Et bien, dans le plan XZ, il va être en vue de haut. Et donc, on peut comparer les images observées avec les images théoriques. Et donc, on peut ici montrer sans ambiguïté que chaque particule est ou non un nucléosome. On peut aussi, comme ça, grâce à la 3D, démontrer que les nucléosomes sont bien des enroulements en super hélice gauche de l'ADN. C'est ce que vous voyez ici quand on bascule une vue ici de profil en une vue de face du nucléosome. Et on retrouve bien l'orientation de l'axe diade, donc ce qui montre que c'est une particule super enroulée gauche. Alors, pour essayer d'analyser davantage la structure de ces objets donc in situ, on a mesuré un paramètre qui était bien visible, puisque l'ADN enroulé à la surface est bien visible. C'est en fait ce qu'on pourrait appeler le pas de cette superhélice, c'est-à-dire la distance entre les deux supertours de l'ADN, donc dans nos deux séries d'images 2D et 3D. Et
En mesurant cette distance, on a comparé à la distance mesurée dans les mêmes conditions d'imagerie par la structure, sur la structure canonique ici qui est en grise, dans nos différents types cellulaires. Et ce dont on s'aperçoit, c'est qu'en fait, la conformation du nucléosome in situ, donc là, dans les noyaux en interface qu'on est en train de regarder, est beaucoup plus variable et qu'elle est plus ouverte que la structure canonique. Et ça, c'est vrai pour les différents jeux de données qu'on a. Une structure plus ouverte que la structure canonique du nucléosome, ça avait été prédit par des approches théoriques. Il y a deux modèles qui existent, c'est-à-dire soit une transition axiale, c'est-à-dire que c'est globalement une augmentation du pas de l'ADN. C'est comme si vous prenez un fil des anciens téléphones et puis que vous tirez dessus. Et puis, il y a le modèle de gapping de Jean-Marc, où c'est une sorte d'ouverture en coin du nucléosome, qui est un modèle qui a été prédit donc, par Cédric et Jean-Marc comme résultant de l'empilement des nucléosomes dans les fibres de 30 nanomètres. Alors en fait, qu'est-ce qu'on avait comme évidence expérimentale? Dans les fibres de 30 nanomètres, il y a des structures cristallographiques ou de cryomicroscopie qui ont été obtenues. Ce n'est pas un phénomène qui était observé, c'était plutôt les nucléosomes qui s'éloignaient que l'ouverture des nucléosomes. Par contre, il y a d'autres données qui sont beaucoup plus anciennes, observées donc, à la fin des années 70, sur des nucléosomes isolés qui, en présence d'ions multivalents, formaient des structures en arc ou en hélice et ces structures pouvaient être interprétées comme une ouverture coin du nucléosome avec une amplitude de l'ordre de 1 nanomètre, ce qui est un petit peu ce que nous, on observe in situ, en fait, une ouverture de l'ordre de 1 nanomètre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que un mécanisme de gapping a aussi été observé en solution par fret, aussi avec une amplitude, donc une ouverture de l'ordre de 0,5 à 1 nanomètre, et c'est un mécanisme assez lent avec donc de l'ordre de la minute. Ces travaux de Fred prévoyaient aussi que c'était un phénomène qui dépendait de l'environnement ionique avec des structures proches de la structure cristallographique, donc non ouvertes, à des concentrations salines plus élevées. Et donc, pour essayer de vérifier ça, on a regardé… Ah non, pardon. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, avant, pour caractériser davantage notre structure, on a fait des moyennes pour améliorer la résolution. Donc, c'est des techniques qui sont très utilisées maintenant en cryomicroscopie. On a un tomogramme et puis on prend des sous-volumes. On va orienter ensuite les particules et les moyenner pour obtenir une reconstruction à plus haute résolution. Alors, c'est ce qu'on a fait avec 600 particules, ce qui n'est pas beaucoup. Et on obtient cette structure, qui est une structure qui est plus ouverte que la structure canonique. Malheureusement, on ne peut pas en dire grand-chose parce qu'elle n'est pas à une résolution suffisante. Et en plus, s'il y a de l'hétérogénéité, et on a vu en faisant nos mesures qu'il y avait de l'hétérogénéité, cette hétérogénéité est masquée par le processus de moyenne. Alors, on a entrepris un travail en collaboration avec Slavica Jonic à l'IMPMC, qui elle est spécialiste en fait, de l'analyse de la variabilité conformationnelle par cryomicroscopie. Elle utilise donc les déformations par les modes normaux. C'est-à-dire qu'on part d'un modèle de référence, alors ça pourrait être la structure cristallographique, mais là on est plutôt parti de la moyenne de nos nucléosomes, et puis ensuite elle fait des déformations avec les différents modes normaux, avec différentes amplitudes, et puis elle essaye de matcher chaque particule avec ces différents modes. Elle obtient en fait un espace de conformation différente qu'elle peut projeter ici. Et on voit qu'il peut y avoir des clusters et on peut faire des moyennes de chaque cluster. Et on obtient comme ça des classes de particules qui sont plus homogènes entre elles que si on fait une moyenne de l'ensemble.
Et alors, ce sont des résultats qui sont très préliminaires, mais on voit qu'il y a différents types de particules dans notre jeu de données. Alors, évidemment, c'est beaucoup trop tôt pour pouvoir vraiment conclure, mais on a plutôt l'impression que là, on a une augmentation globale du pas et dans ces régions-là, plutôt une ouverture en coin. Mais enfin, c'est des analyses qu'il va falloir affiner pour vraiment caractériser davantage ces variabilités de conformation. Alors, je vais revenir à la prédiction ici de la dépendance en sel. Donc, pour essayer de tester ça, on a repris des travaux plus anciens de notre équipe, puisqu'on a beaucoup étudié les nucléosomes in vitro en solution et en particulier en fonction de la concentration saline. Et on avait fait, il y a maintenant presque 20 ans, en fait, des diagrammes de phase des nucléosomes en fonction de leur concentration et de la concentration saline. Et donc, on a à notre disposition des tas de phases comme ça. Et si on fait de la cryomicroscopie donc sur ces phases, on peut donc avoir des données sur la conformation des nucléosomes, mais pas seulement sur leur empilement et leurs interactions entre eux. Et si on reprend nos mesures maintenant de ce pas de la superhélice d'ADN en solution, on peut comparer donc à la structure cristallographique les données qu'on obtient à faible sel ajouté, donc ici 15 millimolaires et là 150 millimolaires de sel ajouté à ces structures. Et on s'aperçoit qu'on a une transition de conformation entre une structure qui est plus ouverte à faible sel et une structure plus fermée, donc qui ressemblerait à la structure cristallographique canonique du nucléosome à fort sel. Voilà, donc et ça, c'est assez cohérent donc avec les données de Fret qui prévoient ces structures plus compactes, proches des structures cristallographiques à fort sel. Alors, en ce qui concerne l'organisation locale et les interactions entre nucléosomes, je vais juste vous en dire quelques mots parce que c'est un travail vraiment en cours. Donc, on s'intéresse, on regarde les contacts entre nucléosomes, mais ce qui nous intéresse évidemment le plus, c'est d'essayer de voir l'ADN linker pour déterminer la façon dont va se replier la fibre de chromatine localement. Et ça, dans toutes les images que je vous ai montrées jusqu'à présent, je ne sais pas si vous l'avez remarqué ou pas, mais on ne voit pas l'ADN linker. Et pour ça, on a repris, en fait, on a utilisé un nouvel accessoire des microscopes électroniques ce qu'on appelle des fast plates, qui sont un peu l'équivalent pour un microscope électronique des microscopes de contraste de phase en optique, et qui permettent d'augmenter considérablement le contraste, ce qui est particulièrement important pour visualiser l'ADN. Alors moi, je travaille pas seulement sur les chromosomes eucaryotes, mais aussi sur les chromosomes de bactériophages, et j'avais pu voir ici, ça c'est 2 tomogrammes de bactériophages sans faceplate et avec faceplate sur le même microscope, et on voit ici le réseau formé par l'ADN de manière bien plus spectaculaire que lorsqu'on n'utilise pas cet accessoire. Donc à partir de ces données, on est allé sur un microscope équipé de ces faceplates et on a obtenu des nouvelles séries de données. Alors ça c'est un noyau où on reconnaît le nucléole, ici des régions de chromatine, et là, vous voyez des protéasomes. Et donc, alors là, c'est un film, j'espère qu'il va marcher, celui-là. Non, ça ne marche pas. Alors, je ne sais pas si c'est le pointeur laser qui empêche que ça marche, mais les films marchaient tout à l'heure. Mais c'est pas grave. Amélie, il te reste un Oui. peu 3 minutes. On verra si tu pourras peut-être passer les films. Non, non, mais c'est bon. En fait, je me suis dépêchée, donc j'arrive à la fin. Donc, si Non, jamais... on fera les films pendant la. Largement dans les temps. Donc ce qu'on peut voir, enfin, ce que vous voyez, c'est en fait, là, c'est des snapshots des films. Vous voyez ici un nucléosome qui est vu de profil, un autre qui est là et un autre là. Et entre les deux, on voit bien l'ADN linker. Là, c'est un autre exemple où on retrouve l'ADN linker. Ici, encore une fois, il y en a un autre. Alors, on a ici une conformation où l'ADN linker est croisé. Donc, c'est une conformation, contrairement à ici, où il y avait une ouverture des nucléosomes. Donc là, on peut penser, bien qu'on ne voit pas la densité, qu'il s'agit d'un chromatosome avec une histonase 1 qui vient stabiliser en fait la fermeture la fermeture de l'ADN linker.
Donc, quelques mots sur les perspectives. Donc, ce qu'on commence à faire tout en continuant à analyser les données dont on dispose, c'est d'essayer maintenant de voir si on peut relier cette variabilité de conformation des nucléosomes et puis, lorsqu'on va pouvoir vraiment déterminer le repliement local avec évidemment les compartiments fonctionnels de la chromatine, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des domaines de chromatine ou d'hétérochromatine où on retrouve davantage tel type de conformation d'ordre local. Et donc ça, c'est un travail que l'on commence en conservant donc le modèle d'embryon de drosophile, parce que ça permet d'avoir en particulier des protéines HP1 marquées à la GFP. Ça permet également d'avoir aussi une localisation de l'hétérochromatine constitutive en domaine relativement compact et facilement identifiable, pour essayer de corréler plus facilement donc, les données de fluorescence et les données de microscopie électronique. Donc, en s'intéressant donc, à trois niveaux, la conformation du nucléosome avec ces histoires d'ouverture, de gapping, mais aussi d'enroulement de plus ou moins d'ADN autour du nucléosome, d'angle d'ouverture de l'ADN linker autour du nucléosome et à l'échelon un petit peu moins local, quoi qu'on restera à l'échelle du nucléosome, des interactions et des contacts entre nucléosomes voisins. Et donc, je vais donc mentionner ici tous mes collaborateurs. Donc, toute la partie 2D de cryomicroscopie et les analyses in vitro ont été réalisées donc, au LPS avec Françoise Livolan. Donc, Michael Elsoff, c'est lui qui a fait tout le travail de tomographie donc, des chromosomes. Et c'est Slavica Jonic, qui est son étudiant en thèse, qui s'occupe de l'analyse de la variabilité conformationnelle des nucléosomes. Et puis, donc, notre projet inclut de la modélisation avec Jean-Marc, donc, qui n'a pas participé à ce travail, mais qui participe à la suite. Voilà. Merci. Si vous avez des questions. Merci Amélie. Alors, je vois peut-être une question. Geneviève, tu as levé la main? Non. Voilà, ça y est. Moi, j'avais une question. Donc, vous aviez testé les différentes concentrations de sel. Est-ce que vous avez testé avec du magnésium? Alors, je vais peut-être justifier ma question. Le groupe de Narlikar, notamment, a montré qu'en augmentant le magnésium avec des fibres de chromatine, avec, disons, une douzaine de nucléosomes, ils induisaient une forme de coalescence qui ressemblait sans doute au clutch que vous avez mentionné. Voilà. Donc, je voulais savoir si vous aviez fait des choses dans ce sens-là. Alors, j'ai fait avec du calcium, pas du magnésium. Donc, je ne sais pas si ça va répondre. Alors, j'ai fait des études avec du calcium. Et en fait, quand on rajoute du calcium, même si on part d'une solution avec beaucoup de sel ajouté, c'est-à-dire, enfin, beaucoup de sel, 150 millimolaires de sel ajouté, si on rajoute du calcium, on obtient aussi une ouverture du nucléosome, ce qui, sur le plan électrostatique, pour moi, n'est pas évident. Enfin, pourquoi ça se passe? Je ne trouve pas ça très, très simple. Mais de fait, on observe une ouverture également du nucléosome en présence de calcium. Mais sinon, pour ce qui est de l'organisation alors le calcium et probablement le magnésium va aussi induire la formation d'agrégats de nucléosomes isolés. L'argumentaire là dans ce papier, qui est un papier de Nature de l'an passé, je crois, c'était vraiment qu'il y avait un changement conformationnel très très profond de la partie corps du nucléosome. C'est-à-dire qu'il y avait des changements complets d'exposition des acides aminés, etc., qui suggéraient vraiment un remaniement très très majeur et global de toute la structure protéique. Voilà, donc sans doute avec des gros remaniements comme vous le regardez au niveau de la Oui, de fait, le changement qu'on observe n'est pas très faible, hein, c'est assez important. Ouais, donc, ouais. on n'a pas de structure à suffisamment haute résolution pour l'instant. Alors, j'espère que ça va s'améliorer dans les années qui viennent. Donc, plus on aura de nucléosomes, plus on va pouvoir améliorer ça et trier les sous-conformations. Pour justement essayer d'avoir accès à un petit peu plus que juste l'ADN autour du nucléosome. Ça, c'est ce qu'on espère. Merci beaucoup. David?
Oui, merci beaucoup pour ce topo. J'aurais voulu savoir si vous aviez, dans le passé, vous savez, comme projet, de voir qu'est-ce qui se passe de cette organisation des nucléosomes avec ce degré de résolution lors d'une cassure double brin. Qu'est-ce qui se passe quand évidemment c'est cassé? Comment les nucléosomes se réorganisent localement? Quel est leur changement de conformation? Enfin, toutes ces questions qui moi, m'intéressent beaucoup. Oui, alors évidemment, oui, c'est passionnant. C'est juste que c'est trop là. On en est quand même vraiment au tout début de la caractérisation structurale du nucléosome in situ. Donc, je pense que c'est dans une étape qui viendra après. C'est même pas enfin, dans nos projets juste immédiats. Je dirais que dans quelques années, oui, je pense que dans 3-4 ans, ce genre de choses va commencer à être possible. On n'est d'ailleurs pas les seuls à regarder la structure des nucléosomes. Enfin, il y a beaucoup de gens qui regardent in vitro, en tout cas. Et donc là, je pense qu'il va se passer des choses. In vitro, maintenant, en cryomicroscopie, on commence à faire des merveilles, vraiment. Donc, in vitro, c'est beaucoup plus envisageable. In situ, c'est compliqué. D'accord, merci. Et Daniel, question? Oui, j'avais une petite question rapide, super donnée, et je voulais savoir justement d'un point de vue, quand vous regardez un de vos noyaux, combien vous arrivez à détecter de nucléosomes par cellule finalement avec la tomographie, et par noyau, pardon, et aussi quand vous essayez de reconstruire avec la phase, jusqu'à combien de nucléosomes vous arrivez à relier les uns par rapport aux autres? Alors, oui. Alors, c'est deux questions différentes. Alors, des nucléosomes, à peu près par noyau, on va en avoir 3000, enfin, par tomogramme, par image. Alors, les images 2D, on en a plus, mais qui sont utilisables, on en a finalement peu. Dans un tomogramme, on a à peu près 3000 nucléosomes, dont un dixième utilisable vraiment, peut-être un peu plus. Donc, ça veut dire 300, 400. Là, la reconstruction qu'on a faite, c'est 600 particules, ce qui est vraiment pas beaucoup pour de la cryomicroscopie. Mais bon, c'est comme ça. C'est la réalité actuelle de ce qu'on arrive à faire. Donc, c'est 3000 maximum par cellule, dont pas tous utilisables. Maintenant, pour suivre localement la chromatine, le problème, c'est que la tomographie, on n'arrive pas à avoir des images sur 180 degrés. On a ce qu'on appelle un cône manquant de données, ce qui fait qu'il y a des orientations de l'ADN qu'on ne peut pas voir parce qu'elles disparaissent. Donc, si l'orientation est favorable, on va avoir quelques nucléosomes, 3, 4 reliés, puis on va perdre pour un autre. Alors après, évidemment, et c'est là que faire des modèles avec Jean-Marc, ça devient utile, c'est-à-dire qu'on peut rentrer nos données et après, par la modélisation, compléter ce qui est invisible, parce qu'il va y avoir beaucoup d'invisibles, malheureusement, à cause de ça. Et ça, c'est intrinsèque à la méthode. Et du coup, les nucléosomes que vous n'arrivez pas, la majorité des nucléosomes que vous n'arrivez pas à détecter, vous ne les détectez pas parce que ils sont collés et puis c'est dur de les séparer, ou c'est… On les détecte, mais si vous revoyez par exemple, voilà, ici sur cette diapositive, vous voyez qu'ils sont déformés dans certains plans. Vous voyez, dans le plan XY, on les reconnaît bien, mais dans les autres directions, ils sont déformés. Et s'il avait été orienté différemment dans cette direction, si on l'avait tourné et qu'on aurait dû avoir ce motif-là dans ce plan-là, il aurait même disparu, le nucléosome. Donc on ne l'a pas de manière isotrope, et quand c'est un filament d'ADN, il disparaît vraiment, le nucléosome. Alors évidemment, quand on moyenne les nucléosomes entre eux, on fait disparaître cet effet, et ça, c'est bien. Mais il n'empêche que ces distorsions jouent sur la qualité finale des données. Mais pour l'ADN du fold, de la chromatine, ça, les endroits où il ne sera pas là, il ne sera pas là. Si c'est très irrégulier, on ne pourra pas faire de moyenne. Donc, on pourra faire des moyennes locales pour essayer d'améliorer ça, mais on ne va pas répondre à tout. Ce n'est pas possible. On ne peut pas suivre complètement toute une fibre. Okay. On est aussi limité par le fait qu'on coupe quand même à 50 nanomètres, et donc tout ce qui sort, évidemment, c'est plus là.
Alors, Merci beaucoup. il y a encore deux petites questions. Alors, Emmanuel et puis David. Oui, moi, très rapidement, forcément, avec mes histoires d'histones modifiées, je me demande si c'est une technique qui pourrait nous informer sur l'espacement entre nucléosomes et la rigidité éventuelle de la chromatine. Oui, oui, oui. Oui, D'accord. Eh ben, il n'y a plus qu'à, alors. D'accord. Mais vous pensez que c'est vraiment, enfin, tu penses que c'est la bonne approche, quoi. Enfin, c'est une approche. C'est une approche, oui, c'est une approche, oui, parce que en fait, si on peut cartographier les nucléosomes, les 3000 nucléosomes, on peut les reconnaître. Alors, si on ne s'intéresse pas vraiment à leur structure, on peut voir à quelle distance ils sont les uns des autres. Et ça, c'est aussi un travail qu'on fait. Donc ça, on voit. D'accord. Puisque tu fais du bactériophage, la levure, ça devrait être possible. Oui, la levure, c'est possible. Ok. Bon, on s'en reparlera. C'est aussi difficile que la drosophile. Hein. Oui, d'accord. Voilà. C'est pas plus facile. Ok, une dernière question, David. Oui, peut-être une question un peu naïve, mais je me demandais s'il était possible de visualiser, disons, quelques nucléosomes ou les interactions de quelques nucléosomes, mais dans un contexte hétérochromatine ou euchromatine, comme a été montré dans le talk d'avant, compartiment A et B. En fait, je pose cette question parce que nous, on fait du fret entre histones taguées et on s'aperçoit que dans des contextes hétérochromatiques, ben, finalement, la proximité entre les nucléosomes, elle n'est pas si forte que ça. Donc, il y a certainement d'autres degrés d'organisation. Oui, alors en fait, c'est exactement notre projet qui est en fait d'aller, en fait, de cibler les mesures en superposant des images de microscopie électronique et de microscopie de fluorescence pour pouvoir cibler les nucléosomes qui vont être en fait dans l'hétérochromatine constitutive et dans le chromatine et de voir s'il y a des différences de densité, d'organisation, d'ouverture de l'ADN et ce genre de choses, bien sûr. C'est ça qu'on est en train de commencer à faire. C'est ça qui nous intéresse plus, en fait. Ça serait intéressant parce que nous, ce qu'on s'aperçoit en FRET, c'est que finalement, densité, ça ne veut pas dire proximité entre nucléosomes. Oui, en fait… Donc, c'est ça qui est intéressant, ouais. Oui. De fait, oui, il y a des choses un peu contre-intuitives. Oui. Donc, bon, on commence à débroussailler ça et c'est le projet qu'on a pour les 3 ans qui viennent. Merci Amélie.